Merci beaucoup Vanda. Juste avant de me lancer, est-ce que tout le monde voit bien, les slides que je viens de partager? Est-ce que vous l'avez bien en grand écran? Oui, Oui, fantastique, parfait. Juste, je pense que vous avez un peu l'habitude, mais là, je ne vous vois pas du tout, donc j'ai l'impression de parler à mon ordinateur, ce qui est toujours un peu perturbant. Mais quoi qu'il en soit, en milieu de présentation, on fera une pause pour, justement, prendre vos questions et puis avoir un peu une discussion sur la première partie de la présentation. Comme Vanda l'a indiqué, donc je suis doctorante au RMIT, et avant cela aussi, je tiens à le préciser, j'ai travaillé 7 ans, à la Commission nationale, informatique et liberté en tant que designer sur tous les aspects, juridiques et techniques, liés à la protection des données et actuellement en plus ou en parallèle, de ma thèse, je travaille, avec, une équipe de recherche de l'INRIA sur la question de la transparence et de l'explicabilité des algorithmes publics. Alors aujourd'hui, pour, parler de confiance, dans l'IA, heu, je vais faire une présentation plutôt, 360. C'est-à-dire que et ça je tiens à le préciser, dès maintenant, je vais pas forcément vous offrir une méthode, prête à l'emploi de, comment, construire une IA de confiance avec une sorte de checklist, à suivre. Heu, Mon but aujourd'hui, c'est plutôt de, vous offrir des points de réflexion ou des questions clés à avoir quand on pense, ou quand on souhaite construire, une IA entre guillemets «de confiance». Alors avant d'aller plus loin, je pense que la première question qui se pose, c'est de définir les termes, et de savoir un peu de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, et de confiance. Parce que c'est des termes dont on entend peut-être beaucoup parler, mais notamment pour l'IA qui peuvent avoir des définitions un peu fluctuantes. Alors, l'intelligence artificielle, j'ai toujours un peu un problème à titre personnel avec ce terme parce que, il est énormément utilisé pour parler de tout, et n'importe quoi. C'est aussi un terme qui a un imaginaire très fort associé. Ça va un peu des, robots tueurs, à, la Terminator jusque, un peu le chatbot, ou le voicebot, à la Her, donc le film. Donc c'est un terme que je trouve toujours un peu difficile. Donc là, aujourd'hui, quand je vais parler d'intelligence artificielle, je parle, je me base plutôt sur, on va dire la définition, scientifique, sachant que même elle, elle est quand même, assez mouvante. Mais tout du moins ici, pour moi, un système d'intelligence artificielle, c'est un système qui permet d'automatiser des tâches en utilisant des données. Donc c'est assez générique, mais ça fonctionne plutôt, pas mal comme définition. Grosso modo, on peut distinguer 2 types, de systèmes. Les systèmes dits experts, donc ça, c'était, des systèmes plutôt à la mode dans les années 80, où en fait ça se base sur, des règles, clairement établies et la machine ne fait qu'encoder ou exécuter un ensemble de règles. Si je vous donne un exemple très concret, le calcul des impôts, en plus c'est un peu la période en ce moment, typiquement c'est un système expert. Tout ce qui va être le calcul des allocations, ça va être aussi, des systèmes experts qui sont, sous-jacents, à toutes ces, automatisations du calcul. Et ensuite on a, l'apprentissage automatique, donc ça c'est «plus récent» entre guillemets parce que, je mets vraiment entre guillemets parce que les histoires d'apprentissage, de machine learning et cetera, ça a été théorisé aussi dans les années 80. C'est juste que, depuis, 10 grosses années, si je puis dire, on a des capacités, matérielles et techniques et notamment en termes de capacité de calcul et de traitement de données, qui permettent de, vraiment déployer ces, modèles-là. L'apprentissage automatique par rapport, grosse différence avec les systèmes experts, c'est que ce sont des, modèles probabilistes, c'est-à-dire que leurs calculs sont, vraiment des résultats, qui se basent sur des probabilités. Typiquement, si je vous donne un exemple avec, les, LLM, les LLM, c'est la base technique, donc c'est des grands modèles de langue, c'est la base technique sous-jacente, par exemple, à, un ChatGPT. Heu, En gros, la façon dont, le LLM va fonctionner, c'est qu'il va prendre votre phrase que vous lui avez envoyée et à partir de là, il va calculer la suite de mots la plus probable par rapport, à votre question. Donc généralement, ça va générer une réponse vraisemblable. Après, c'est toujours un peu plus complexe, hein, derrière ce qui se passe. On pourra rentrer un peu dans les détails plus tard si vous le souhaitez. La réponse sera vraisemblable in fine, mais pas forcément vraie.
Alors qu'avec un système expert, généralement, on a, une maîtrise beaucoup plus fine, de l'output ou du résultat qui est généré par le système. Maintenant que j'ai un peu resitué cette question d'intelligence artificielle, vient la question de la confiance et qu'est-ce que c'est, in fine? Alors la confiance, c'est tout d'abord un état psychologique, et dynamique, c'est-à-dire que, on va dire qu'on construit la confiance au fur et à mesure de nos interactions avec notre, environnement. On peut enfin, ça peut être un mouvement dynamique, si je puis dire, positif ou négatif, c'est-à-dire que je peux avoir de plus en plus confiance dans quelque chose ou à l'inverse, avoir de moins en moins confiance. Et en fait, c'est vraiment, mon interaction avec, mon environnement et certains objets de mon environnement qui vont, affecter, ce ressenti ou cette, perception de confiance qu'on a par rapport à différents objets autour de nous. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette histoire de confiance, elle se situe aussi bien au niveau individuel, c'est-à-dire que, je peux avoir confiance dans mes capacités à réaliser quelque chose ou à l'inverse, je peux ne pas avoir confiance dans mes capacités. Elle va se situer au niveau relationnel, où j'ai confiance en quelqu'un ou non, ou bien institutionnel, où là, on va plutôt avoir, confiance dans des sortes de macro-objets comme, le service public, comme, par exemple, une marque donnée et cetera et cetera. Et in fine, dernier point qui me paraît très important avec cette histoire de confiance, c'est qu'elle est aussi contextuelle. C'est-à-dire que, je peux très bien avoir, confiance, dans, un de mes collègues pour, je sais pas, pour, travailler ensemble sur un projet. Pour autant, je vais peut-être pas lui faire confiance pour, parler de ma vie personnelle et des problèmes que je peux y rencontrer. Donc in fine, la confiance, elle va aussi, être un peu à géométrie variable en fonction des contextes dans lesquels on se trouve. Alors maintenant que j'ai, mis un peu nos 2 termes, IA et confiance, en pratique et que j'ai essayé un peu de les définir rapidement, heu, j'aimerais vous amener sur un cas, d'étude, alors qui est fictionnel dans le sens où, j'ai pas forcément eu l'occasion de travailler directement sur ce type de projet, mais je pourrais vous faire part, d'expériences, plus directes sur certains projets, notamment dans la dernière partie de la présentation. Mais pourquoi je suis partie sur ce cas, c'est que, j'en ai entendu parler un certain nombre, de fois, heu et sans plus attendre, je vais vous expliquer ce que c'est parce que là, je fais un peu du teasing, dans sans vous expliquer de quoi je parle. Typiquement, ce cas, c'est, essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe si on met un système d'IA pour automatiser, entièrement ou partiellement, l'écriture ou la génération d'un procès-verbal suite à un conseil municipal. Alors avant de rentrer directement dans cette histoire de, on met de l'IA dans, ce parcours, je vous propose déjà d'essayer de mettre un peu, à plat, bah, qu'est-ce qui se passe, sans IA, et quand, bah, on a entre guillemets «un humain» qui est, tout au long de la boucle de la rédaction du procès-verbal. Alors, c'est pas très compliqué, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce cas, c'est qu'il est assez, simple, et vous verrez que, in fine, la question de confiance aussi, là, je vais vous montrer qu'elle est quand un peu multifactorielle, et qu'elle relie plusieurs, enfin les acteurs, de différentes façons. Donc un cas simple, ça permet de montrer ou d'illustrer le propos, plutôt facilement, plutôt que de partir sur des cas un peu, gargantuesques, où on ne comprend plus trop, ce qu'il se passe. Alors si je reviens à mon conseil municipal et le procès-verbal, c'est quelque chose qui est assez, linéaire, et j'ai envie de dire presque tout se joue presque à l'ouverture de séance, du conseil où, à l'ouverture de séance, il y a un certain nombre de choses qui se passent, dont l'adoption du procès-verbal du conseil précédent, où grosso modo il y a lecture du procès-verbal, et adoption au vote par les membres du conseil. Et le deuxième point qui est important là dans notre histoire, c'est le fait que, il y a toujours le secrétaire de séance qui le ou la d'ailleurs, qui est, désigné en ouverture de séance et c'est cette personne, a priori, qui va être, chargée de prendre en note, bah, l'ensemble des discussions qui ont lieu lors du conseil, de prendre aussi en note, le résultat des scrutins et toute cette matière, c'est ce qu'elle va utiliser pour rédiger le PV qui sera ensuite, au prochain conseil, adopté et cetera. Donc on a un peu cette boucle qui se fait. Alors ici, donc là, je vous ai plutôt parlé des actions, forcément qui dit action dit aussi acteur.
Donc là, pour simplifier, j'en ai mis 3 principaux. On a forcément le maire qui est un peu le j'allais dire le maestro ou l'orchestre, du conseil, qui s'occupe notamment de l'ouverture. Il y a aussi les membres du conseil qui sont là pour la délibération et cetera et on a notre secrétaire de séance qui a un peu ce rôle, clé. Alors là, maintenant que j'ai un peu, mis le paysage, on va commencer à se questionner sur, bah, les relations de confiance dans cette configuration-là, comment elles se font? C'est quand même, assez évident ou assez simple, c'est que, là, dans cette configuration-là, on a une relation de confiance entre le maire et le secrétaire de séance, mais aussi entre les membres du conseil et le secrétaire de séance. En soi, le secrétaire de séance, il a quand même ce rôle, assez clé, de bien prendre en note, si je puis dire, les propos ou les échanges, du conseil et de faire une rédaction juste. C'est-à-dire qu'il doit, dans son travail de rédaction, ne pas oublier la moitié des éléments ou ne pas oublier notamment des éléments clés qui auraient été échangés. Et il ne doit pas aussi se tromper sur, les résultats du scrutin. Et a priori, bah, si on voit que notre secrétaire de séance fait bien son travail, on va avoir, une confiance renforcée au fur et à mesure entre maire, secrétaire et membres, du conseil secrétaire. Alors qu'à l'inverse, si, le secrétaire fait n'importe comment son travail, on aura une confiance qui se dégrade. Mais notre histoire de confiance, en fait, elle s'arrête pas là. C'est-à-dire que, notre procès-verbal, en fait, on fait pas un procès-verbal juste parce que, ça nous «amuse» entre guillemets au niveau de la municipalité, c'est qu'in fine, en fait, ce procès, il a quand même une valeur juridique. Et il se passe 2 choses une fois qu'il est adopté. Alors certes, il est signé, par le maire et le secrétaire de séance, mais, il est aussi normalement publié sur le site de la mairie et envoyé au préfet. Donc là aussi, on a d'autres, relations de confiance qui se mettent en place, cette fois-ci entre le préfet et le maire. C'est-à-dire que, le PV est une façon pour alors, est un outil pour le préfet pour vérifier la légalité des décisions qui sont prises, par, la municipalité. Mais a priori, le préfet, fait quand même confiance, au maire pour, avoir bien fait son travail et faire en sorte que tout soit dans les clous, légalement. Mais on a aussi une relation de confiance qui est, tissée entre citoyens et aussi bien le maire que le membre du conseil, donc avec la municipalité dans son ensemble ou avec l'institution, locale. Et le PV, en fait, est un objet qui permet de confirmer ou d'infirmer potentiellement cette, relation de confiance. Donc là, je vous ai fait un peu le panorama, où je vous ai dressé un premier paysage sur, qu'est-ce qui se passe ou comment est-ce que les acteurs, ont des liens entre eux et notamment des liens de confiance, dans, on va dire, un scénario, sans IA. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qui se passe si on commence à mettre en place un système, d'IA dans ce process? Alors généralement, la façon dont on envisage la chose, c'est de dire: «Bah, on va automatiser entièrement, la chaîne, de rédaction». Ça, c'est un peu la version, entre guillemets «ultime», ou «rêvée» entre guillemets. Où l'idée, ça serait de dire, bah, il suffit d'avoir, un micro au milieu, du conseil municipal et puis, on va avoir l'enregistrement, des échanges. Cet enregistrement, il va pouvoir, on va pouvoir, enfin, le système va pouvoir en faire un transcript et ensuite générer une synthèse. Grosso modo, un système comme ça, alors ça utilise effectivement un LLM, mais pas que. En l'état de la technologie et si vous voulez, on pourra revenir un peu plus précisément sur ce que je vais dire là tout de suite, plus tard, mais en l'état de la technologie, c'est pas franchement possible, d'avoir un système totalement autonome, de la sorte. Mais là, on va imaginer que c'est possible, que ça existe, que c'est déployé et surtout, en fait, qu'on n'a plus, d'intervention humaine, qu'on n'a plus le secrétaire de séance. En fait, plus exactement, ça serait presque le système d'IA qui est devenu le secrétaire de séance. Alors là, première question qui se pose, c'est, bah, comment est-ce que ça reconfigure un peu notre histoire de relation de confiance? Bah, ça la reconfigure de façon assez, drastique dans le sens où, in fine, ça va être le maire qui va devoir avoir, une certaine confiance dans le système. C'est-à-dire que si votre système, raconte, n'importe quoi ou que le PV, généré, pardon, par exemple, oublie des points à l'ordre du jour ou bien se trompe sur, le nombre de votes, ce qui est, totalement possible.
Heu, forcément la confiance que le maire va avoir dans le système d'IA va pas être très forte, et potentiellement ce que ça peut, là où on peut aboutir à la fin, c'est que le maire arrête d'utiliser le système d'IA et potentiellement c'est lui qui refasse le PV à la main, comme, c'était fait, précédemment. Alors petite parenthèse, je suis bien consciente que dans un certain nombre de municipalités, les maires ont, aussi potentiellement réalisent par eux-mêmes ce travail. Ça dépend aussi des moyens de la collectivité. Notre histoire de confiance, elle est aussi, entre, potentiellement les membres du conseil et le système d'IA. Et là se pose la question de, bah, in fine, notre système d'IA, qui en est l'usager et qui, y a accès? Peut-être que là se pose la question de savoir est-ce que les membres du conseil devraient avoir, accès au système d'IA, et à ce qu'il produit, ce qu'il génère, comment il le génère, ce genre de choses. On pourrait imaginer une autre, configuration entre ces acteurs, c'est de dire, bah, finalement les membres du conseil n'ont pas accès, au système d'IA en tant que tel et donc ça veut dire que la confiance qu'ils ont entre guillemets dans ce système va passer par la confiance qu'ils ont dans le maire. Ça, ce petit exercice, en fait, je le fais vraiment pour vous montrer que, notre histoire de confiance dans l'IA, c'est un objet qui est mouvant et c'est un objet qui va, lier des acteurs entre eux, des acteurs alors là, j'utilise un peu des termes, qui viennent du champ de la socio, mais, des acteurs humains et des acteurs non humains, où, bah, là, le non humain, pour le coup, ça serait, notre système d'IA. Ça, c'est une première configuration. On pourrait en imaginer une autre de configuration où, à la place d'avoir, une automatisation totale de l'écriture du PV, on aurait une automatisation partielle. Donc là, je reprends un peu notre 1re, version où, on aurait toujours un secrétaire de séance qui ferait, toujours son travail de prise de notes, des échanges et en fait, le système d'IA interviendrait seulement, entre guillemets «à la fin» pour aider à la rédaction du procès-verbal. Là, je ne sais pas si vous avez, s'il y a parmi vous des personnes qui utilisent, ChatGPT par exemple ou toute autre, solution équivalente. Mais typiquement quelque chose que vous pouvez faire et où, la techno est relativement fiable, c'est, vous avez des notes, vous lui donnez vos notes et vous lui dites: «Bah, génère-moi un texte ou un compte rendu, heu, en gardant les éléments, tels quels, en n'inventant pas de faits» et cetera et généralement, vous avez un résultat qui est plutôt, correct, qui vous donne une bonne base sur laquelle retravailler ensuite. Là, bah, si on revient sur nos histoires de confiance, c'est pas inintéressant dans le sens où, on garde une base qui préexistait, c'est-à-dire la relation entre secrétaire, maire, membre du conseil, secrétaire, heu et bah, bien évidemment, on a une relation qui doit se créer entre le secrétaire de séance et le système d'IA. Là, juste pour rebondir assez rapidement sur ce point-là, alors vous pourriez me dire: «Oui, mais en quoi est-ce que c'est différent de ce que j'ai montré juste avant où, on aurait le maire qui devrait avoir confiance dans le système d'IA?» Alors là, il y a quand même quelques petites différences, mais qui sont quand même, qui jouent quand même un rôle assez important et on le verra peut-être, plus précisément dans la 3e partie de la présentation. Où, en fait, là, le secrétaire de séance, comme il a déjà fait un travail de prise de notes, ce genre de choses, le travail de relecture qu'il fait, heu, de ce qui est généré par, le système d'IA est relativement facilité. C'est-à-dire qu'il saura assez facilement ou il détectera plutôt facilement les erreurs ou des possibles hallucinations que le système, aurait pu ajouter dans le PV. Ce qui est pas forcément le cas, attendez, je remonte rapidement, dans cette configuration-là, où, comme tout a été automatisé, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le maire de, vérifier très précisément le PV a été, comment le PV a été généré et si tous les éléments qui sont dans le PV ont bien été, sont bien ceux qui étaient les plus pertinents au travers de toute la discussion. Alors ça, c'était un peu mon 1er cas pour vous illustrer un peu l'importance de, bah, qu'est-ce qui se passe quand on introduit un système d'IA et notamment ce qui se passe quand, par rapport à ces histoires de confiance. Alors, en fait, là où je voulais vous amener un peu avec avec ce cas, c'était de vous amener une première re réflexion à avoir quand on se dit: «Tiens, je vais
mettre en place, un système, d'intelligence artificielle, sachant que ce que je vais dire là peut être vrai aussi pour d'autres projets numériques, en soi. C'est de se questionner fondamentalement comment, ce système, d'IA va reconfigurer les pratiques de travail, les process et les chaînes de responsabilité. Heu et c'est notamment quand on commence à parler de responsabilité, la question de la confiance, est quand même assez critique. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai pas confiance dans le système, je ne vais pas l'utiliser parce que si ça engage ma responsabilité, je vais quand même faire, attention et potentiellement je ferai plus confiance à mes propres capacités pour faire, quelque chose. Et ça, en fait, ça nous amène un peu à la question, sous-jacente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une reconfiguration, des relations entre acteurs, et des façons de travailler et des process et ce genre de choses, comment est-ce que ça va affecter les relations de confiance entre acteurs? Et là se pose la question de, bah, comment est-ce que je fais pour que ces reconfigurations, soient, entre guillemets bien prise en compte et qu'on fasse en sorte que nos relations de confiance, restent, alors stables ou s'améliorent. Et enfin, dernière, grande question qui revient un peu, à la relation vraiment, utilisateur-système, c'est comment faire en sorte que l'utilisateur ait confiance dans le système. Ça, j'y reviendrai un peu plus précisément, dans la deuxième partie, de la présentation. Heu, à savoir que, ce qui est quand même important à garder à l'esprit quand on parle de confiance dans un système d'IA, c'est que généralement on a un peu j'allais dire ce goulot d'étranglement ou, la focale qui est mise vraiment sur, l'interaction entre la personne et le système. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est même plutôt, bien d'avoir un système fiable. Typiquement, je pense que je sais pas, si les avions n'avaient pas des systèmes fiables, vous n'irez pas dedans et vous ne les utiliserez pas. Mais néanmoins, par exemple, on peut mettre à disposition, je sais pas, un outil qui serait extrêmement fiable, auprès des utilisateurs, mais si ceux-ci n'ont peut-être pas confiance dans, bah, les concepteurs du système, potentiellement, ils feront de la résistance à son utilisation. Et là, ce que je veux vraiment, mettre en avant, c'est que cette question de confiance, elle est vraiment beaucoup plus large que juste, faire en sorte que, son système ait un bon niveau de performance ou un bon niveau de précision dans les prédictions qu'il fait. C'est vraiment une question beaucoup plus large et beaucoup plus, j'allais dire presque systémique. Alors, je vous propose de faire une petite pause et de prendre des questions. Alors, comme je ne vois absolument rien, je ne sais pas si Vanda, vous pouvez, Bah, pour le moment, dans le chat, il y a du coup, il y a des questions des participants. Vous pouvez prendre la parole, bien sûr. attendez, en fait, je vais couper 2 secondes le partage d'écran pour pouvoir vous voir et prendre les questions. Oui, Benjamin? Oui, j'ai l'impression que la notion est très bien. Je t'entends très très mal. Je ne sais pas Oui, si c'est que c'est mon cas. saccadé. C'est mieux comme ça. Oui, a priori, pour l'instant. Que la notion. Non, ça, on t'entend très loin et enfin, j'entends pas de tout. Ouais, ouais. Mettre la question directement dans le chat. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas du tout. Tout est clair. Alors, Benjamin, est-ce que la notion de confiance n'est pas liée à l'acceptabilité des SIA, donc système d'IA? Heu, oui et non. Heu, pour moi, c'est quand même 2 notions, séparées, c'est-à-dire que,
Alors, je vais prendre peut-être un exemple un peu extrême, mais c'est un peu pour illustrer la différence que je vois, tout du moins, entre confiance et acceptabilité. Euh, Typiquement, euh, enfin, les armées, hein, c'est pas que l'armée française, c'est un peu partout dans le monde, développent des drones autonomes qui permettent de cibler automatiquement ce qu'ils appellent des cibles, mais qui peuvent être assez clairement des personnes. A priori, la confiance dans ces systèmes est plutôt bonne, c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui fonctionnent plutôt bien pour détecter des personnes et leur envoyer des cibles dessus. Pour autant, est-ce qu'on considère ça comme acceptable? Et ça, je pense que c'est une question totalement ouverte. On peut trouver ça très bien, on peut trouver ça pas du tout bien. Mais pour moi, il y a quand même une légère différence entre le fait d'avoir confiance dans un système et le considérer comme acceptable socialement. Je ne sais pas si ça répond à la question, ou si ça permet un peu d'avoir de la matière à discuter. Et peut-être, moi, je me permets de vous poser une question, du coup, c'est typiquement, est-ce que dans vos collectivités respectives, vous avez déjà entendu parler de projets d'IA, quels qu'ils soient? Alors, je suppose que si on prend des choses récentes, vous avez peut-être eu des projets de faire des sortes de chat GPT en interne ou ce genre de choses, ou même de contractualiser avec OpenAI, Mistral ou autre. Du coup, je suis un peu curieuse de savoir s'il y a eu vous avez entendu parler de projets ou même si vous avez même mené ce type de projet. Eric, du coup? Alors, moi, je suis à Joigny. Donc, on a deux IA en fonctionnement qui ne sont pas des LLM. C'est au niveau de l'antivirus qui repose sur une IA, anti-spam. Ouais. Et on a aussi une IA pour la gestion de la voirie à travers Vialytix, une société comme ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, là, c'est que, bien évidemment, le choix qui a été fait pour la bureautique il y a quelques années, ça a été Office 365. Et que là, même si moi, je pousse pour qu'on migre, et le contexte géopolitique fait que c'est de mieux en mieux accepté cette idée, eh ben, on a dit, puisque les agents ont ça, il faut qu'on les forme un peu à cet usage. Donc, la DG a organisé, mais je n'en veux pas du tout, hein, c'est très bien, une formation aux outils Microsoft. Et en fait, quand on parle avec les agents, on leur a essentiellement parlé de copilote et de comment l'utiliser pour rédiger des trucs comme ça. Et moi, j'ai un problème de confiance, notamment parce que il y a des agents qui écrivent des courriers, qui se font assister, qui vont se faire assister, donc qui vont se faire assister pour personnaliser les courriers, donc avec de la donnée personnelle dedans, avec copilote. Et là, j'ai un petit problème de confiance. Enfin, je trouve que votre retour est hyper intéressant, notamment dans le sens où, tu tiens, vous soulignez le fait que l'IA, c'est pas que les LLM, et même si maintenant on fait un peu l'amalgame, hein. Donc merci déjà pour cette reprécision. Euh, bah oui, effectivement, alors ça, je vous avoue, je voulais pas trop rentrer dans les aspects techniques aujourd'hui parce que je, je- en fait, ça dépend, enfin, ça peut partir très très loin assez rapidement. Mais effectivement, là, on est sur une question un peu de souveraineté et bah, ce que vous soulevez, c'est pour avoir confiance dans nos outils numériques en tant que service public, il faudra peut-être qu'on en ait la maîtrise. Alors peut-être pas de bout en bout, mais tout du moins quand on sait que euh, les États-Unis ont des outils juridiques qui leur permettent en fait d'avoir accès à toutes les données qui transitent sur leur serveur, bah, effectivement, ça peut poser question en termes de souveraineté au niveau de la France ou même de l'Europe de façon plus générale. Euh, et ça, bah, c'est effectivement un très bon point par rapport à la confiance qu'on peut avoir par rapport à ces systèmes. Euh, et la question qui... Alors, c'est intéressant parce que ça va aussi faire... je pense que ça fait rebond un peu ou ça fait écho à un point ou un principe que je voulais mettre en avant, qui est celui de la transparence. C'est-à-dire que pour avoir confiance dans ces systèmes, il faut savoir à minima comment ça marche, il faut savoir quelles données sont utilisées, où sont stockées les données, etc., etc.
Après, je reviendrai là-dessus un peu après. Il y a encore une dernière question et après, je pense qu'on va continuer parce que du coup, il y a encore des choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des exemples dans le chat. Donc, l'IA que vous utilisez donc, en interne de vos collectivités. Donc, il y a Patrice Bruno qui pose aussi une question. La confiance ne passe-t-elle pas aussi par l'acculturation et la sensibilisation? Car comme vous l'avez dit en introduction, l'IA est associée à tout et n'importe quoi. Donc, CF, les nouvelles règles de traitement de données personnelles gérées par Meta à partir d'aujourd'hui. Oui, alors, en fait, on rentre aussi dans des grandes discussions sur, comment dire? En gros, cette question de sensibilisation, d'acculturation, pourquoi elle est faite, et alors je voulais en fait, je recommence, à la fin de la présentation, je vous ai fait des liens vers des conférences ou autres qui vont sur des points très spécifiques en lien avec, confiance CIA ou juste confiance d'ailleurs. Heu voudrais juste alors je l'ai pas dans cette partie-là, mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être une ressource qui peut être intéressante, notamment par rapport à l'IA et à son, acculturation ou sa sensibilisation qui est faite un peu à marche forcée sur, tous les produits, américains, qu'on peut, avoir, que ça soit, du WhatsApp, que ça soit, je sais pas, Acrobat et cetera. Donc tout un tas de logiciels qui, vous poussent énormément, les fonctionnalités d'IA, et l'idée derrière ça, enfin tout du moins l'analyse qui est faite, dans cette étude-là, c'est de dire qu'il y a un intérêt économique extrêmement fort, du côté des, fournisseurs de ces solutions parce que, très concrètement, là, actuellement, leur business model est pas très bon. C'est-à-dire que, tout ce qui est, LLM et cetera, l'IA générative de façon générale, c'est un peu un trou sans fond, qui demande beaucoup d'investissement, mais en fait, le retour sur investissement est très mauvais actuellement. Et c'est pas pour rien qu'on a un peu le fait de pousser à, s'acculturer à l'utilisation de l'IA générative ou à être sensibilisé. Ça ne veut pas dire que l'acculturation ou la sensibilisation à un système, n'est pas une mauvaise chose, mais il faut aussi voir pourquoi on le fait. Et justement, moi, ça me permet un peu de rebondir avec la suite, de la présentation. Alors, il va falloir que je réussisse à repartager mon écran, sauf que, comment je vais faire ça intelligemment? Désolée, j'ai Teams qui est un peu capricieux là. Alors, hop, si je fais ça, Oh, les est-ce que outils vous Microsoft, hein. C'est parfait. On voit. c'est bon, vous l'avez bien en Oh oui. plein écran? Super. Ouais. Je ne sais pas si c'est Microsoft ou mon PC qui est un peu lent aujourd'hui, tout ça, c'est des technologies américaines, donc bon. C'est parce qu'il tourne sous Windows, Microsoft. Non, là, je suis sur un Mac, donc c'est peut-être ça le problème, c'est que ça ne veut pas communiquer. Apple, c'est américain aussi, hein. Eh oui, tout à fait. Du coup, dans cette, 2e partie, ce que je veux vous proposer, c'est plutôt, avoir des grands principes en tête, lorsqu'on essaye de concevoir une IA, pour justement prendre soin, si je puis dire, de la confiance. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas forcément partir sur les, aspects techniques, mais si vous voulez, on peut en reparler, à la fin de la présentation. Alors le premier er principe, c'est, ce que j'ai appelé l'attention au contexte, et alors, juste avant que la présentation commence, Vanda m'a indiqué que vous aviez déjà eu une intervention de Mathieu Triclot et c'est assez inspiré par, les écrits, de Mathieu Triclot et aussi de ses collègues, cette histoire d'attention au contexte. Alors, à quoi ça sert d'être attentif, au contexte dans lequel, notre système va être déployé? C'est que, petit 1, ça évite le hors-sol. Ça, le nombre de projets numériques au sens large qui se plantent totalement parce que, on avait une idée, on s'est dit que c'était super et qu'on l'a mis, on l'a déployé comme ça sans vraiment s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain et le projet se plante totalement, il y en a quand même légion, soyons honnêtes. Et actuellement, en fait, avec les systèmes d'IA, on voit quand même quelques exemples, assez, assez illustratifs, de cette approche.
L'idée de vraiment regarder ce qui se passe sur le terrain, c'est que ça permet de, prendre en compte ces spécificités et de les intégrer dans notre système pour faire en sorte que qu'on ait une bonne articulation entre le terrain et le système. Et aussi, ça demande d'avoir un peu une posture de, si je puis dire, concepteur responsable, qui est aussi en capacité de, se remettre en cause, ce qui ne se voit pas toujours, de façon, systématique. Avec cette histoire d'être attentif au contexte de déploiement, on a tout un tas de questions qui se posent, notamment celle de se demander si, par rapport à ce que j'observe sur le terrain, l'IA est-elle vraiment la bonne réponse? Et ensuite de voir, bah, typiquement sur mon terrain, qu'est-ce qui va faire, en sorte que mon système d'IA réponde bien, à ces spécificités-là. Là, je voudrais vous prendre un exemple, que vous avez peut-être suivi parce qu'il y a, 3-4 semaines à peu près, il y a eu un documentaire sur France 2 sur, le système Albert France Service. Pour, rappel, pour ceux qui n'en auraient pas entendu, parler, donc Albert, c'est, un système d'IA génératif qui est développé, par la DINUM, qui fonctionne sur, une infrastructure souveraine, pour le coup. Et l'idée, c'était de dire: «Bah, on va mettre, cette brique-là, à disposition des conseillers, conseillères France Service pour les aider, dans la recherche d'informations». Et donc l'idée, c'est que, bah, c'est une interface qui est très proche de, ChatGPT. Vous avez une barre de recherche, vous posez votre question et Albert est censé, vous répondre. Alors, dans le documentaire de France 2, ce qu'il montre, c'est, bah, un petit problème sur la capacité de réponse d'Albert où, bah, typiquement, il donne une réponse, fausse sur, est-ce que le renouvellement d'une carte d'identité pour perte est payant ou non? Le système vous répond, que non, c'est pas payant, alors que si, en fait, je crois que c'est 25 € de souvenir. Mais, alors ça pose déjà un peu question parce qu'en termes de confiance que les conseillères vont avoir avec le système, quand vous voyez des erreurs aussi flagrantes, ça va pas du tout, en tant qu'usager, utilisateur, vous donner envie d'utiliser le système, ça c'est un premier point. Mais, ce qui me paraît peut-être plus intéressant dans ce projet, sachant que je suis intervenue dedans, notamment dans cette partie d'observation du terrain et cetera, c'est que, in fine, le problème que les conseillères ont, concrètement, dans, l'accompagnement des usagers, c'est pas tant des problèmes, simples du type, bah, combien, coûte le renouvellement d'une carte d'identité? Parce que généralement elles connaissent, la réponse d'avance. C'est quelque chose auquel elles sont relativement souvent confrontées, et à la rigueur, la réponse est tellement simple qu'on peut la trouver assez facilement par des moteurs de recherche, entre guillemets «classiques», voire en allant directement sur servicepublic, .fr. Là où elle rencontre beaucoup plus de difficultés, c'est quand on commence à rentrer dans des cas individuels, qui deviennent extrêmement complexes et qui vont, en fait, commencer à, faire interagir différentes administrations entre elles. Par exemple, les demandes les demandes en retraite, dans le côté agricole, donc du côté de la MSA, ça, parfois, en fait, ça a des ramifications absolument infernales avec, la CAF, la CPAM et cetera et cetera. Et ce genre de situation-là, en fait, votre système, donc Albert est incapable de répondre. Je pense que ChatGPT serait tout aussi incapable de répondre, notamment parce que parfois les réponses, administratives n'existent pas et donc il faut des agents, que des agents prennent le temps de démêler l'affaire et de voir si, ça rentre dans le cadre légal et si oui, comment. Et surtout l'interprétation qu'on en fait, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle va, potentiellement créer, des déséquilibres ou autres? Donc là, ça c'était juste un exemple pour vous montrer que finalement cette attention au contexte, elle est quand même ultra importante pour, s'assurer que notre système d'IA est pertinent, et qu'on construise en fait in fine aussi une relation de confiance entre les utilisateurs et le système. Alors là, je vous ai mis quelques méthodes, d'enquête qui permettent un peu de comprendre, son terrain. Je vais pas rentrer dans le détail de tout parce que sinon on va pas s'en sortir, ou il nous faudrait toute la matinée, mais grosso modo, on a des méthodes qui viennent plutôt des pratiques ethnographiques, donc aller faire de l'observation in situ, mener des entretiens, ce genre de choses. Et on a aussi tout un tas de pratiques qui viennent peut-être plus du monde du design. Donc par exemple, formaliser, faire tout un travail descriptif, et de formalisation de ces descriptions, par
plutôt par des moyens visuels. Donc faire des cartographies, formaliser des parcours, un peu comme ce que j'ai pu m'amuser à faire là avec le coup du conseil municipal. Et aussi, on peut aller utiliser des outils du type analyse de risque, donc là, qui sont plus issus des méthodes de gestion de risque. Ça, c'est notre premier principe, c'est de construire, enfin de faire attention à l'endroit où on va déployer notre système pour s'interroger sur comment faire en sorte que ce système soit bien adapté au contexte dans lequel il va être déployé. Ce premier principe, il va presque main dans la main avec un second qui est le construire avec. Et le construire avec, alors ça a plein de noms. On peut parler de design participatif, de co-design, etc., etc. Alors pour moi, il y a quand même un gros point d'attention, c'est que c'est un terme qui peut être utilisé un peu à tort et à travers, et on tombe souvent potentiellement dans des approches de participation washing. Donc c'est un peu comme le greenwashing, mais cette fois-ci sur la participation des agents potentiellement. Mais l'intérêt du construire avec, c'est bon, ça s'inscrit vraiment dans la continuité entre guillemets du principe 1, donc ça permet d'éviter le hors-sol, ça permet de faciliter l'appropriation parce que si nos utilisateurs prennent part à la conception, prennent part aussi aux décisions sur comment le système va se comporter, etc., bah, ça permet en fait de faciliter l'appropriation. Et surtout, et ça c'est un point super important, c'est que ça permet de nouer une relation entre les concepteurs et les utilisateurs. Alors, là, vous allez me dire: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, notre système d'IA, il va être fait par un prestat privé?» Alors, c'est une question qui est totalement, juste parce que vous pouvez tout à fait me dire que, bah, on n'a pas forcément accès aux concepteurs, aux data scientists, ce genre de choses. Néanmoins, il y a toujours un chef de projet heu, service public, côté collectivité qui, peut faire ce travail de liant et de, nouer des liens entre concepteurs et utilisateurs. Heu, alors ici, ce qui est, assez intéressant de voir, c'est que, in fine, les utilisateurs, c'est quand même eux qui sont les meilleurs experts de leur quotidien, qui sont les meilleurs experts de leur, travail et donc ils vont avoir sans doute les, meilleurs retours à faire sur la façon dont le système devrait être conçu et vers quoi on devrait le pousser. Et typiquement, ils vont être aussi, assez, force de proposition où ils vont être assez, comment dire? En capacité de voir les écueils possibles de l'utilisation de la technologie et pour ça, je voulais vous donner un rapide exemple d'une métropole, qui s'interrogeait sur le fait de déployer un système de LLM au niveau, de son service marché financier, pour répondre aux questions, que tous les autres services lui posaient pour, passer des marchés, ce genre de choses. Alors, c'était une demande qui venait du service, marché, notamment parce que, bah, quand, les agents sont en train de travailler à la rédaction d'un marché et cetera, devoir répondre à, un collègue qui se pose une question métaphysique sur, comment je construis mon marché, le problème que ça leur posait, c'est que ça les coupait, en fait, dans leur dynamique de travail et donc, ils avaient l'impression de perdre, en, efficacité. D'où l'idée de faire, cette sorte de chatbot qui répondre, au système, mais dans le même temps, en faisant tout le travail de co-conception avec, une équipe innovation dédiée, ils ont petit à petit tiré des fils et notamment sur les risques potentiels de mettre en place ce système. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas expérimenté, mais tout du moins ça leur fait un peu un point d'attention à avoir et un point d'attention à vérifier tout au long, de l'expérimentation. Ce point, enfin l'un des points en particulier, c'était de dire: «En fait», alors certes, c'est un peu, agaçant d'être, entre guillemets «coupé», dans son élan, de productivité, mais en même temps, le fait que les gens nous appellent directement, nous, par la connaissance qu'on a, des marchés et aussi à force d'avoir des relations, en fait, avec différents agents, on peut repérer, entre guillemets, un peu en signal faible, des, personnes qui seraient en train de faire du saucissonnage de marché. Et donc nous, ça nous permet en fait de rattraper des trucs, ou des pratiques, qui ne sont pas totalement légales, et de faire en sorte de, refaire un cadre juridique clair, autour, de certains projets. Pour, construire avec, il y a quand même un point alors il y a tout un tas de méthodes dont vous avez sans doute entendu parler, faire des ateliers de co-construction, faire des tests utilisateurs, des focus groups, ce genre de choses. Ça, je vais pas trop m'attarder dessus. Heu,
pour moi, un point qui est relativement peu abordé quand on parle de co-construction, c'est, le fait de, entre guillemets, «prendre soin de la communauté». C'est-à-dire que, travailler avec des gens, ça demande de les respecter, de respecter leur avis, et aussi de pas être dans une démarche un peu extractiviste qu'on voit quand même assez régulièrement, où, en tant que concepteur, on va voir, nos utilisateurs, on leur demande deux trois questions et puis ensuite, hop là, on disparaît et puis, il y a plus de lien ou il y a pas de retour qui est fait de la part des concepteurs sur, bah, comment ont été pris en compte, les éléments qui ont été donnés par les utilisateurs. Donc, point important quand même quand on est dans une démarche de co-construction, ça demande aussi, en dehors des méthodes qu'on peut voir, très, régulièrement, ça demande aussi de vraiment créer un lien et créer, une communauté autour du projet. Et cette communauté, ça sert à la confiance, typiquement. Parce que si en tant qu'utilisateur, bon, je vois que le système n'est pas foufou, qu'il se plante et tout, mais je sais que derrière, les concepteurs, on a vraiment un dialogue et on est là pour travailler ensemble à l'amélioration du système, bah, ça aide quand même à avoir, une relation de confiance dans notre projet. Le principe numéro 3, j'ai allé assez rapidement parce que c'est un peu, «niche» entre guillemets. L'idée, c'est de concevoir avec les limites. C'est-à-dire que, on a des limites aussi bien d'un point de vue technologique. Alors malheureusement, c'est un peu le problème du terme IA, c'est que c'est un mot un peu, fantasme, où on a l'impression que tout est magique et tout est automatique alors que pas du tout. Mais on va aussi avoir des limites, cognitives qui se posent quand on commence à automatiser certaines choses. Donc, les questions qui se posent un peu, quand on commence à penser en termes de limites, c'est de se dire: «Comment est-ce que je les prends en compte, dans ma conception pour, éviter potentiellement les mauvais usages, de la technologie ou pour éviter, des, problèmes dans l'utilisation de l'outil?» Typiquement, là, on va avoir, tout un tas de petites approches ou de petits, éléments qui peuvent être, mis en place, ou pensés. Tout d'abord, sur tout ce qui est, limite, cognitive ou biais cognitif, ça va, être le fait d'éviter tout ce qui est dark pattern. Alors si vous voulez que je vous explique ça, il y a pas de souci, j'ai beaucoup bossé là-dessus, donc je pourrais vous en parler plus en détail. Mais l'idée, c'est, notamment quand on a des systèmes qui, automatisent des tâches, typiquement le «travail» entre guillemets «humain», devient celui de vérifier si le système, a bien enfin, a bien travaillé entre guillemets. Et en fait, ce travail de vérification, il est souvent répétitif et à force, on va avoir un peu une tendance à avoir une attention en fait qui se relâche sur, la tâche. Ça, c'est un premier biais. On peut aussi avoir un autre biais qui est celui de dire, par rapport à un système informatique, on va plutôt avoir tendance à croire, la sortie ou le résultat, que le système va nous proposer, même si ce résultat est faux. Et par rapport à ça, il y a tout un tas de travaux qui sont, réalisés en ce moment dans les communautés scientifiques, notamment pour, réussir à mettre à disposition des explications, donc souvent des explications contrefactuelles, qui permettent de justifier ou d'expliquer, un résultat. Et de potentiellement aussi à, aider les personnes à dépasser un peu ce biais cognitif et à, justement avoir une activité un peu critique par rapport aux résultats, de l'algorithme. Et le dernier principe, que je voulais, vous mettre en avant, c'était, bah, celui de la transparence et ça reboucle un peu avec la l'une des questions qui avait été, soulevée sur, la souveraineté, des systèmes et in fine, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe, avec, les données, avec tout un tas de choses en fait, relatifs au système. Et ah tiens, je me suis plantée, j'ai oublié de mettre à jour ce slide sur d'autres éléments, c'est pas grave. Alors être transparent, ça pose la question de, globalement, je communique des informations et donc quelles sont les informations que je communique, que je mets à disposition et pour quel public? Juste un très, très rapide, point de ce point de vue-là, il y a quand même des obligations, légales liées au code des relations entre administration et le public, le CRPA, enfin entre le public et l'administration. Qui oblige pour, tout système qui prend part à des décisions administratives, qui oblige en fait à faire preuve de transparence par rapport, aux citoyens. On peut revenir là-dessus aussi, juste après si vous avez des questions.
Sur la question de la transparence, là où je voudrais peut-être, attirer votre attention, c'est, sur la question de l'évaluation et notamment quand on est, sur des expérimentations. La question de l'évaluation, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui est évacué assez rapidement en fait sur, les systèmes, d'IA ou tout du moins on n'en entend, jamais parler, et généralement en fait ça reste dans les équipes de conception quand elle est faite. Ce qui est un peu inquiétant, et notamment, par exemple, quand, on parlait de construire une communauté, de construire avec, des utilisateurs. Typiquement, l'évaluation, c'est quand même une bonne façon enfin, c'est quand même une chose importante à communiquer, parce que ça peut permettre, en fait, ça permet juste de faire un état des lieux de où on en est dans le projet. Est-ce qu'on a réussi à avancer dans un sens ou dans l'autre? Et cetera, et cetera. Et aussi cette question de transparence, alors elle a un intérêt en interne, pour les équipes, projet, mais elle a aussi un intérêt en externe par rapport, j'allais dire là plutôt à un exercice, civique et par rapport aux citoyens, pour faire en sorte que, en tant que, citoyen français, je sache à peu près comment est-ce que, des algorithmes sont utilisés par la puissance publique et comment en fait ces algorithmes, me touchent, et peuvent, avoir une influence sur, ma vie en tant que citoyen, français, et notamment quand ça prend part à des décisions, administratives. Et je sais pas quelle heure il est. Désolée, en fait, comme j'ai vraiment accès à aucune information sur l'heure ou autre, Il y a je encore 5 vais minutes. Il y a 5 encore 5 minutes? OK, minutes. très bien. Bah, dans ce cas-là, je Je vais remarque finir en 2 minutes. juste 1 ou 2. OK. Là où je voulais enfin, pour, finir très, très rapidement cette présentation, la confiance alors c'est une citation, mais je ne retrouve plus l'auteur de cette citation, ça m'agace énormément. Mais en soi, la confiance, ça met, beaucoup de temps à se construire. Ça prend quelques secondes à se briser et ça met une éternité à se réparer, et c'est bien pour cela que c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte quand on conçoit des projets d'IA. Et je vous ai proposé quelques, liens pour aller plus loin, sur certains aspects qui ont été, abordés aujourd'hui, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, pour votre intervention. Du coup, on va prendre quelques questions du chat. Il y a Guillaume qui posait encore des questions, notamment sur donc l'acculturation, comment on acculturer nos collègues sans les effrayer. ChatGPT et Copilot sont tellement connus et présents dans le quotidien de certains agents. Doit-on pousser Mistral IA dans nos collectivités? Sur la question de les acculturer sans les effrayer, la question c'est les effrayer de quoi? Si je puis enfin, je pense que c'est une question, qui se pose. Si c'est le fameux grand remplacement par, des IA, en réalité, on n'y est pas franchement. Par contre, ce qui se passe, c'est ça qui est plutôt, assez réel. Alors, je pense pas qu'avec l'utilisation de ChatGPT, ça soit le cas pour le coup de Copilot, mais c'est plutôt que, ce qu'on observe souvent, c'est un déplacement du travail des agents à partir du moment où on automatise certaines de leurs tâches. Et ce déplacement, parfois, il n'est pas très joyeux dans le sens où, en tant qu'agent, en fait, finalement, ce que je vais faire, c'est de l'annotation de données, grosso modo. Et ça, en termes de par rapport au discours, notamment quand on dit: «Ah oui, mais on met des systèmes d'IA pour, faire en sorte que les agents, travaillent sur, des tâches à plus haute valeur ajoutée», je doute que l'annotation de données, ça soit vraiment considéré comme de la plus haute valeur ajoutée pour les personnes qui le font. Donc la question de les effrayer, c'est peut-être que si vous pensez que vos, collègues, ont peur de l'IA, faudrait peut-être, prévoir des temps d'échange justement pour, comprendre, qu'est-ce qui fait peur, pourquoi, et voir si effectivement le problème c'est vraiment ChatGPT ou Copilot ou, en fait c'est autre chose. Concernant Mistral AI, à titre personnel, je vous dirais si vous voulez absolument faire de l'IA générative, oui peut-être, autant prendre des solutions, françaises. Ça me paraît, plutôt cohérent pour le coup. Hem,
Du coup, en fait, donc, juste pour encore faire quelques... Parce qu'il y a beaucoup de questions, mais beaucoup de remarques aussi, notamment Eric qui questionne donc, l'usage de l'IA donc, et notamment les impacts donc, environnementaux. Donc, est-ce qu'il faut absolument utiliser de l'IA? Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Alors effectivement, la question écologique, c'est un sujet que j'ai pas abordé parce que je pense qu'on peut refaire une heure facilement là-dessus, hein, très très facilement. Oui, les systèmes d'IA. Alors attention, là aussi, ça dépend de quoi on parle. Les systèmes d'IA et les grands modèles de langue, oui, là, c'est a une consommation assez folle en termes d'énergie, d'eau, et si on tire la pelote aussi de matières premières, etc. Après, les systèmes, il y a un certain nombre d'autres systèmes qui ont quand même une consommation beaucoup moindre. Après, là où je rejoins le commentaire, c'est sur la question de l'usage et de l'utilité. Faire de l'IA pour faire de l'IA, ça n'a pas franchement d'utilité. Parfois, en fait, pour résoudre certains problèmes, on n'a pas besoin de sortir des modèles d'apprentissage profond. On peut se débrouiller avec des méthodes beaucoup plus simples d'un point de vue algorithmique et donc qui consommeront beaucoup moins d'un point de vue aussi énergétique. Donc, pour moi, il y a une question de, entre guillemets, prendre son temps, en fait, quand on veut commencer à déployer ce type de système et à prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Du pilotage, quoi. Exactement. Et donc, juste pour une dernière chose, il y a Philippe Janet aussi qui a mis beaucoup de remarques, notamment il a donné aussi des références pour votre citation, donc Shakespeare, Darman. Donc, je vous laisserai après peut-être regarder dans le chat, Parfait. parce que là, on arrive à 10 heures. En tout cas, il y avait effectivement pas mal de remarques dans le chat. Donc, il y avait la notion du prompt, la notion de l'IA frugale. Donc, ça a créé, en tout cas, une discussion dans le chat. Donc, merci beaucoup, Estelle, pour votre intervention. Donc, autour de l'IA et de la confiance. Ça pose en tout cas des vraies questions autour des relations humaines, autour en fait de bien réfléchir avant de mettre en place de l'IA et donc la communauté, donc construire la confiance aussi en construisant une communauté. Donc merci à vous. Et donc Merci pour l'invitation. donc il y aura encore une mois avec trois webinaires mois de juin avant qu'on fasse une pause d'été. Donc notamment le 3 juin, donc usage. Donc, France Guillemette qui va intervenir, le défi challenge AM donc 2025, l'opportunité de réaliser un démonstrateur opérationnel gratuitement. Après le jeudi 19 juin, donc les grandes tendances de la Tech 2025, donc retour de Vivotech avec French Tech BFC, donc animé par Anne-Claire Sens. Et puis, mardi 24 juin, donc c'est retour d'expérience de Grandol et de Luxeuil-les-Bains sur le hyperviseur avec la solution Ivilo. Donc, je vous invite à vous inscrire à ces différents webinaires. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et merci encore, Estelle, et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.